Et yo, on est live sur le K-Sui Show. Aujourd'hui, on a un guest de retour. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller écouter le premier épisode qu'on a fait ensemble. Sean Seal, de Upside Strength. Welcome back, baby. Merci Kevin, c'est le plaisir d'être de retour sur le podcast. Yes, ça fait plaisir que tu sois là. Merci d'avoir pris le temps de venir ici. Je sais que tu es quelqu'un de très busy, très occupé. D'ailleurs, j'aimerais aborder tout ça parce que je suis fasciné à quel point tu arrives à être productif non-stop. Tu t'arrêtes jamais. Ça fait vraiment plaisir. Mais comment tu vas? Merci. Ça va très bien. Écoute, je te remercie. C'est décembre, on arrive à la fin de l'année. Une année un petit peu différente des autres. Mais honnêtement, pour moi, touche du bois. Tout va bien, la famille va bien, tout le monde est en bonne santé. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est ça. Les proches, la famille et écoute, le business va bien aussi, les choses avancent gentiment mais sûrement. On voit ça, mon gars. Donc voilà. Ok, félicitations en tout cas, bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Et c'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas Sean, tu as un podcast qui s'appelle Upside Strength en français et en anglais. Voilà, on va même pas s'attarder sur les présentations parce que la dernière fois on a fait un beau podcast. Ouais. On a eu beaucoup de retours positifs. Donc la dernière fois on a plutôt abordé ton côté, ta personne à toi, ce que tu as fait, ton parcours, etc. qui en a inspiré plus d'un. Donc je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui m'ont donné des feedbacks, donc ça fait vraiment plaisir. Super. Et du coup voilà, j'invite tous les coachs vraiment à aller écouter ta plateforme parce que c'est là que ça se passe. Tu es la ressource, je le dis, hein, la ressource pour les professionnels de la santé et du fitness. C'est là-bas que ça se passe, franchement. Tu fais un travail de malade. Merci, Kev. D'ailleurs, tu vas nous donner ton secret, d'accord? Parce que le gars, il publie, franchement, 5 podcasts par jour, ok? Donc voilà, donc dis-nous tout. La question qui me vient en tête, c'est une journée de Sean, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Alors en général, j'ai 2, peut-être 3 coachings privés le matin en général, ou en début d'après-midi. Autour de ça, j'essaie d'organiser des podcasts. Comme tu as dit, j'aime beaucoup mon podcast. J'adore interviewer les gens, j'adore apprendre. Et je pense que depuis que j'ai commencé le podcast, il y a bientôt une année maintenant. D'ailleurs, tu étais l'invité sur mon premier podcast. Merci. Fin décembre 2019. Donc, allez checker celui-là aussi, les gars. Ah, ça fait un an déjà. Ça va faire un an, ouais. C'était fin décembre. Fin décembre, ok. Donc, le temps va vite. Mais donc, voilà, un petit peu de coaching. Un petit peu de temps avec la famille aussi, c'est important. Donc le petit rentre à midi pour manger de l'école. Donc j'ai un fils qui a 6 ans et demi. On a la chance d'avoir l'école à 2 pas de la maison. Donc il est assez grand pour marcher jusqu'à l'école tout seul maintenant. Il revient à midi, on mange ensemble en général si je suis pas en train de coacher. Il repart à l'école. Début d'après-midi, j'organise quelque chose, que ce soit un coaching, un enregistrement, un podcast avec toi. Et le soir après, en général, là, d'habitude je travaille avec le rugby. Mais là, vu la situation Covid, il n'y a pas de rugby. Et donc, j'ai plus de temps pour enregistrer encore plus de podcasts. Donc, ouais, les journées changent pas mal au cours de la semaine, suivant au jour le jour. Mais j'ai cette manie de toujours essayer de remplir le temps vide que je vois sur mon planning avec des choses à faire. Que ce soit, comme je t'ai dit, un podcast ou si je fais pas un enregistrement avec quelqu'un d'autre, j'en fais un tout seul. Donc j'enregistre une petite vidéo, quelque chose de 3 minutes, quelque chose de 10 minutes. Parce que je pense que c'est une des meilleures façons que j'ai trouvé pour apprendre. C'est essayer de communiquer avec les autres. Et donc c'est au travers c'est par ce biais-là que j'apprends énormément, que j'arrive à synthétiser les informations que je trouve à gauche et à droite. C'est en essayant de les condenser dans quelque chose qui a du sens. Et quoi de mieux que d'utiliser les réseaux sociaux pour soumettre mes idées au grand public et j'espère pouvoir avoir du feedback positif ou négatif suivant la qualité de ce que je propose et donc c'est en général comme ça que je remplis mon agenda. Ouais, super busy en tout cas. Félicitations, c'est vraiment du bon travail que tu fais. Et tu as mentionné le fait là, ce truc là la dernière fois d'apprendre et de partager directement. Ça te permet quelque part de garder ça ancré dans ta mémoire et effectivement c'est une bonne technique. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est pour revenir sur ce que tu as dit avant, en disant que tu essaies d'être productif constamment, j'imagine que tu as un objectif final. Ma prochaine question, quel est ton objectif final éventuellement avec ton podcast? Mais avant de répondre à ça, j'ai des amis qui sont déjà pères de famille. Tu vois. Et ils me disent tout le temps, quand tu es père de famille, tu as une motivation extra. Tu as envie de foncer, donner parce que tu as un petit à la maison. Toi, je sais que tu as un petit à la maison. Est-ce que tu ressens vraiment ce drive, ce truc-là qui te dit oh, je dois foncer parce que y a ma famille, je veux pouvoir construire quelque chose pour mon petit.
Est-ce que c'est un truc que tu gardes en tête quand tu fais ton activité? Je le garde en... Alors, je pense que j'ai de la chance dans le sens où le drive, je l'ai toujours eu. J'ai toujours été quelqu'un de très driven, je sais pas comment tu dis ça en français. Donc, j'ai jamais eu besoin de motivation externe pour me pousser à faire quelque chose, surtout dans les choses que j'aime. Ouais. Et ce que je fais, que ce soit le coaching, la production de contenu en ligne, le podcast, c'est toutes les choses que j'adore faire. Et donc, je me lève le matin pour ça. Je me lèverais la nuit pour ça si j'avais pas besoin de dormir. Malheureusement, il faut dormir un peu quand même. Donc, je me force à le faire parce que je sais à quel point c'est indispensable et important. Mais donc, j'ai aucun problème à continuer de le faire. Il y a toujours des hauts et des bas, pas dans le sens positif-négatif, dans le sens ebb and flow, dans le sens où des fois j'en fais un peu plus, des fois j'en fais un peu moins. J'ai des semaines ou des périodes de quelques semaines ou quelques mois, des fois même, où je sens que j'ai pas nécessairement envie d'apprendre, par exemple. Pour donner un petit exemple concret avec cette année, j'ai passé pendant le confinement, c'était avril, mai, juin, on va dire, énormément de temps à lire, à regarder des vidéos, à prendre des notes, à me renseigner sur plusieurs sujets différents. Et après, j'ai eu une certaine période après ça, donc fin de l'été et jusqu'à maintenant, où j'ai fait plus de la production de contenu et j'ai un petit peu moins étudié, entre guillemets. C'est quand que tu Netflix and chill? Le soir, quand je n'enregistre pas des podcasts. Ça arrive quand même. Oui, ça arrive. Okay. On a notre petit show avec ma femme qu'on aime bien regarder, Modern Family. Je ne sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Un show américain très très drôle qu'on adore regarder ensemble. Donc on regarde ça en général. Ou alors un petit documentaire par-ci par-là, suivant les humeurs. Donc ça c'est. Ou alors on passe un petit peu de temps avec nos lapins. On a 2 petits lapins à la maison. Donc des fois on éteint les écrans et on s'assied au salon, on laisse les lapins sortir et on passe un peu de temps avec eux. C'est un petit peu les options le soir. Mais donc le drive je l'ai toujours eu, j'ai de la chance avec ça. La chose en plus qu'il y a maintenant avec le petit, avec mon gamin, c'est que j'essaye vraiment de passer un maximum de temps avec lui parce que je sais que le temps est compté, que ça va très très vite, il grandit très très vite et qu'il sera pas toujours là et que il y a une chanson Cats in the Cradle, je sais pas si tu connais, qui est une vieille chanson mais qui illustre très très bien la nature éphémère de la relation de parents avec son enfant, dans le sens où l'enfant grandit très vite et bientôt, avant que tu le saches, il part de la maison. Et donc il faut essayer de faire le maximum de ce temps-là. Et je pense que cette année, grâce au Covid, on dira, ou grâce au confinement, j'ai appris à passer plus de temps avec ma famille, à vraiment apprécier ces moments plus que je ne le faisais avant. Je pense que dans les premières années de la vie de mon fils notamment, il a eu une première année très très difficile avec de la colique, donc il dormait quasiment pas, il pleurait tout le temps. Ma femme a passé beaucoup de temps avec lui, a pris soin de lui, ce qui a eu de gros effets négatifs sur la santé de ma femme qui dure encore jusqu'à maintenant. Ça commence à gentiment se régler, mais c'est des choses qui sont très 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 difficiles pour les mamans en général, parce que c'est elles qui font le gros du travail quand on parle d'élever un petit enfant. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, bien sûr. Mais c'est vrai que j'étais pas aussi présent que j'aurais voulu l'être, ou en tout cas en hindsight maintenant j'apprécie le fait que j'étais pas tout le temps là, que je travaillais beaucoup et je m'entraînais, je faisais de l'haltérophilie à ce moment-là, donc je passais beaucoup de temps à la salle aussi. Et donc maintenant j'essaye de pas rattraper le temps perdu, mais faire tout ce que je peux avec le temps que j'ai. Par exemple, hier après-midi, le petit il a fini l'école, on a pris la voiture, on est monté à Saint-Sergue, on a fait de la luge pendant 1 heure. Et on était les seuls sur la piste. Et donc là, je me suis dit, ça c'est un petit win pour moi en tant que papa qui, pendant un certain temps, a peut-être été absent ou pas aussi présent qu'il n'aurait voulu. Et donc j'essaye de trouver ces petits moments dans la journée. Il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est l'esprit ou la philosophie AMRAP de Jason Khalipa. Quand il parle de, si tu as 1 heure à passer avec ta famille, tu fais juste ça pendant 1 heure. Tu ranges ton téléphone, tu passes 1 heure avec ta famille à fond. Tu fais le max pendant ce laps de temps. Et ensuite, tu pars, tu vas bosser. Tu as 1 heure pour bosser, tu bosses à fond. Tu te disperses pas, tu fais ça. Après, tu as 1 heure pour t'entraîner, tu fais ça. Et donc, vraiment essayer de segmenter la journée, de pas tout le temps, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, l'illusion d'équilibre, d'essayer de tout équilibrer tout le temps. Je pense que c'est un fool's errand. Je pense pas que ce soit atteignable en tant que soi, mais avec le temps qu'on a,
trouver des petits moments dans la journée où on se dédie à passer du temps avec la famille. Par exemple, à midi aujourd'hui, j'ai posé mon téléphone dans la chambre. On a mangé ensemble. C'était très, très chouette. Ça a duré 20 minutes, une demi-heure. Et après, on a maximisé ce temps, c'est ça. Mais j'ai apprécié ce temps-là où avant, j'aurais peut-être eu mon téléphone avec moi ou j'aurais écouté quelque chose. Donc, je pense que c'est l'équilibre entre le drive que maintenant j'essaie de canaliser dans les temps impartis et aussi essayer de profiter un maximum d'avoir la chance que j'ai d'avoir une famille en bonne santé et un enfant aussi. Non, en tout cas, ouais, j'aime bien cette idée-là de maximiser son temps, le AMRAP mentality. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça dans le contexte, j'ai pas lu son bouquin, mais c'est vrai que on peut faire énormément en 15 minutes. La dernière fois, j'ai sorti un podcast justement que j'ai appelé la règle des 15 minutes. Parce que souvent, je négligeais tu sais, ces temps de battement que tu as entre peut-être deux rendez-vous ou deux choses que tu as à faire. Et tu dis, j'ai que 15 minutes. Mais tu sais que ce que tu as à faire, la tâche que tu as à accomplir, ça va te prendre 1 heure. Alors tu dis, je commence pas parce que ça sert à rien de commencer vu que j'ai que 15 minutes. Et quand j'ai eu ce shift dans ma mentalité en disant, non, je vais utiliser ces 15 minutes et je vais les maximiser, ça a tout changé. Je suis beaucoup plus productif qu'avant. Et c'est vrai que j'essaie de me le rappeler. Après, des fois, on a des baisses de motivation où on se laisse aller. C'est un peu la période en ce moment. J'ai un manque de motivation. Mais j'applique ma règle aussi. Tu vois. J'essaie un max tu vois, de faire ce que je peux faire. Mais il faut se le permettre aussi, je pense. Il faut se le permettre, surtout en tant qu'entrepreneur. On est nos propres patrons. C'est ça. Et si ça tenait que nous, on travaillerait, et on le fait souvent, 12 heures par jour ou plus. Et je pense qu'il faut se permettre, si on peut, tu vois, financièrement, etc., si on peut se permettre d'avoir des temps de battement, je pense que c'est important d'apprendre à les maximiser aussi. Tu vois, j'ai besoin de vacances. J'ai besoin de vacances, je vais le dire, j'ai besoin de vacances. Fuck it, fuck this shit. Ok, I'm out. Tu pars, quand c'est que tu pars? Je pars bientôt, dans 2 semaines. 2 semaines si tout se passe bien, je suis out. Mais besoin de vacances aussi. C'est vrai que des fois, tu as besoin de dire fuck it et je veux rien faire. Et peut-être que c'est mieux de faire ça et d'appuyer sur le reset button et de dire ok, je reviens super motivé. Mais c'est vrai que des fois, on est un peu débordé par les événements, le manque de travail, etc. Et des fois, c'est dur aussi qu'on le veut ou non. Je compare aussi dans le sport ou dans le business aux gens qu'on côtoie et on se dit putain, je suis où moi là, tu vois. Et c'est vrai que des fois ça monte à la tête, tu vois. Et c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas mal de pensées, je suis un peu perdu, tu vois, dans tout ce que je veux accomplir, tout ce que j'arrive à faire. Et des fois t'as tellement de trucs à faire, comme tu l'as dit, on travaille 12, 14 heures, 16 heures par jour, des fois plus, et on n'arrive pas à finir les tâches qu'on veut accomplir. Et on se dit putain, mais ça finit jamais ce game en fait. Non, après, c'est sans fin. Mais après c'est sans fin. Mais c'est l'ambition, tu vois. L'ambition au final, c'est la beauté du truc. C'est qu'une fois que t'achèves un truc, t'accomplis quelque chose, et bien tu vas accomplir la prochaine chose. Mais c'est le plus important. En tout cas, Sean, je tiens à apprécier que tu sois coiffé pour moi aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Vous connaissez, je suis quelqu'un de blagueur. Et ça, il rigole là-bas. C'est ça le case with Sean. On essaie de balancer les 3 fins entre temps. T'as parlé de ton parcours d'haltérophile. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Comment tu t'entraînes? Peu. Je m'entraîne peu. Quand j'ai fait la transition, on avait parlé sur le premier podcast. Donc pour tout le monde, allez checker le premier podcast. J'avais parlé de la transition que j'ai fait en venant en Suisse il y a bientôt 2 ans, où je travaillais énormément. J'avais un boulot à 80% à côté. En plus, je faisais mes coachings qui commençaient un petit peu. Fallait relancer la machine en Suisse que j'avais établie au Canada auparavant. Et donc pendant cette période de, on va dire 9 mois, je me suis creusé un trou très clairement, physiquement, et j'ai pas assez dormi et je me suis négligé, ce qui fait que maintenant j'en paye les conséquences encore plusieurs mois plus tard. Donc je m'entraîne peu, j'essaye là je me remets, j'apprécie beaucoup le vélo là en ce moment. J'aime bien sortir faire des petits tours à vélo, j'aime bien faire mes petits exercices, j'aime bien faire 2-3 poses de yoga. Ma femme sera contente que j'utilise le mot yoga parce que pendant très longtemps j'étais très résistant, mais toutes les choses que je lis à l'heure actuelle m'amènent vers on va dire le yoga comme étant une source centrale d'énormément de choses, que ce soit du côté de la respiration, du côté de la méditation, du côté au niveau physique, maintien physique aussi, maintien de soi. Donc j'aime bien faire mes petites pauses de yoga chaque jour, un petit peu de respiration, douche froide que j'ai commencé hier.
Donc, je l'avais fait à un moment donné. Et hier, je suis tombé sur le podcast de Wim Hof avec Jordan Peterson. Okay. Et là, j'ai dit, OK, c'est bon, c'est reparti. Donc, petite douche froide le matin à l'heure actuelle. Quel est l'intérêt de cette douche froide pour toi? Parce que moi, je suis passé par ce processus aussi. Et tout l'apprentissage de la respiration et entre autres la méthode Wim Hof, l'exposition au froid, ce que je ne fais plus aujourd'hui. Mais je trouvais intéressant d'avoir ton point de vue sur le pourquoi tu fais ça. Déjà, ça réveille. Pas besoin, ça, c'est sûr. Pas besoin de café. Pas besoin de café, il est d'accord. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est qu'il l'a très bien dit dans le podcast que j'ai écouté hier. Et donc, si jamais, pour ceux qui sont intéressés, c'est le podcast de Mikhaila Peterson, qui est la fille de Jordan Peterson. Jordan Peterson et Mikhaila Peterson parlaient avec Wim Hof sur le podcast. Et la façon dont il l'a expliqué a vraiment résonné avec moi dans le sens où on pense à ce qu'on fait à la salle. On va lever des charges pour, en gros, faire en sorte qu'ensuite, c'est pas nécessairement l'objectif premier, mais un des byproducts de ce qu'on fait à la salle, c'est que la vie de tous les jours va être plus facile du fait que notre rendu maximal ou absolu, il est beaucoup plus haut. Le plafond de performance est beaucoup plus haut. Et je pense qu'il en va de même pour tout ce qui est de la chaleur, de la température en général, donc le froid. Quand tu t'exposes à du froid de manière fréquente, eh ben, ton corps, il va les températures normales auxquelles on est confronté tous les jours, qui sont assez tranquilles ici en Suisse, eh ben, elles vont être encore moins stressantes, entre guillemets, parce que le froid, c'est le stress. Le froid, c'est un stress. La respiration que Wim Hof propose, c'est un stress aussi, parce qu'on parle d'environnement hypoxique et hypercapnique, donc peu d'oxygène et beaucoup de CO2. Donc tout ça, c'est des stress en tant que tel. Le corps réagit, le corps s'adapte au stress. Et donc pour moi, ça a du sens que si tu t'exposes à des stress plus ou moins intenses, tu vas avoir une adaptation positive dans ce sens-là qui va faire que dans la vie de tous les jours, les choses de tous les jours vont être, on va dire, encore plus facilement gérables que d'habitude. Si ça a du sens. Donc il y a bien entendu, il y a cette adaptation physiologique dont tu parles, mais c'est cet aspect mental aussi derrière que tu essaies de créer, quoi. Ouais. Il y a définitivement, et ça c'est le sujet dans lequel je suis maintenant, c'est la respiration. Et ça c'est vraiment un peu le paradoxe de la respiration qui est autonomique et volontaire à la fois, suivant comment on le prend. On respire sans y penser, mais si on décide de respirer d'une certaine manière, on peut le faire également. Et qui est un petit peu la porte par laquelle on peut accéder à notre système autonomique avec différentes manières de respirer. Et ça a été exploré depuis très très longtemps dans le yoga notamment, avec, encore une fois, la respiration, c'est pas soit Wim Hof, soit ça, c'est énormément de techniques différentes avec des buts différents, avec des effets différents aussi au niveau des échanges gazeux, au niveau physiologie, etc. Au niveau psychologique aussi, au niveau mental, au niveau du système nerveux, système autonomique que j'ai mentionné avant. Donc il y a toutes ces choses-là. L'aspect mental pour moi c'est assez difficile dans le sens où j'ai beaucoup de peine à m'arrêter, à arrêter de penser, à arrêter de faire. Donc comme tu disais, I need a holiday, et je suis pareil. Et je pense que le parallèle que je faisais dans ma tête quand tu parlais de j'ai besoin de vacances et c'est dur de s'arrêter, pour moi on en revient un peu à, et ça c'est définitivement le cas pour moi, le gars qui est tout le temps à 80%, plutôt que d'avoir des moments à 100% et des moments à 40%. Et vraiment des moments où tu peux vraiment lâcher prise, te relâcher et profiter de vraiment arrêter de tout le temps vouloir faire et produire, etc. Même si c'est en moi et j'adore ça, je sais qu'il y a énormément de valeur dans ce côté-là des choses aussi, de savoir arrêter. C'est la polarisation, c'est la variabilité, c'est la possibilité de faire beaucoup ou de rien faire. Et à mon avis, c'est tout aussi important que quand moi je coach mes athlètes, de leur dire voilà, ce jour-là c'est un jour de haute intensité parce que tu as l'entraînement de rugby ce soir, donc tu vas à la salle à midi, ça va être une grosse séance de jambes par exemple, bas du corps. Le soir tu as l'entraînement rugby, par contre ton mercredi, soit tu vas à la piscine, soit c'est une petite séance tranquille, soit tu te mets sur un vélo, tu pédales, quelque chose comme ça. Donc vraiment pouvoir polariser ça, et je pense qu'il y a énormément de bénéfices à faire de même pour sa propre personne en termes d'activité. Donc c'est quelque chose vers lequel je tends,
mais avec lequel j'ai beaucoup de peine. Et donc, si on veut, pour moi, le froid et le yoga que je fais et un petit peu de respiration aussi, on va dire, pour moi, je sais que c'est la porte entrouverte pour accéder à ce monde-là, avec lequel j'ai beaucoup de difficultés. Mais donc, pour l'instant, je m'en tiens à l'aspect physique ou physiologique, mais je sais que ça va me mener là où je veux aller. En gros, c'est une stratégie un peu détournée pour arriver à ma fin qui va être de shut the fuck up, what's going up in the brain. Tu vois? Je vois, c'est intéressant. Mais tu vois, du coup, j'ai mentionné ça parce que c'est un sujet intéressant. C'est juste que, comme pour le yoga, hein, peut-être que tu avais une approche différente, comme tu l'as mentionné auparavant. C'est juste qu'il faut savoir utiliser le bon outil au bon moment pour le job qu'on veut accomplir. Et le problème que je vois aujourd'hui dans l'industrie du fitness, c'est qu'en fait, on voit ces outils et on les utilise à tout va. Et on ne sait plus vraiment pourquoi on utilise quoi. Et c'est un peu mon plus grand discours. Et des fois, je suis pas compris par les gens parce qu'ils vont dire t'aimes pas le yoga. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le yoga, il est bien pour ça. Tu peux l'utiliser pour faire ce job. La respiration, ce type de travail de respiration, parce qu'il y en a plusieurs, il est bien pour ce type d'accomplissement. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Mais le problème, c'est qu'on a créé justement ces méthodes auxquelles on se marie. Et après, voilà, on veut utiliser ça pour tout. Et j'utilise ce camp-là, j'utilise ce camp-là. Et quand tu décides de ne pas faire partie d'un de ces camps, eh bien, on interprète ton message en disant t'es contre nous. Non, moi je suis contre rien du tout. Et c'est un peu c'est ce que je voulais aborder en fait, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que tu connais la physiologie des choses derrière ce que tu fais, et ensuite ça te permet de mieux ajuster au quotidien. Et c'est marrant comment on arrive à faire des parallèles entre la vie du quotidien et notre activité fitness. Tu vois, c'est ce que tu disais avec mes athlètes, c'est pareil. Des fois il faut leur dire maintenant c'est le moment de se calmer. C'est le moment de faire ça, que du travail respiratoire, que du travail à basse intensité, peut-être du stretching, etc. Tout ce qui va permettre de faire une activité qui est plutôt du type parasympathique. Voilà, c'est le moment relaxé, régénérative. Et ensuite, on peut repartir à fond. Et c'est vrai que, par contre, comme on dit, les cordonniers sont souvent les moins bien chaussés. C'est la vérité, les mecs. Voilà, on essaie de se maintenir, mais voilà, on fait de notre mieux. Écoutez ce qu'on dit, comme ma mère a dit, fais ce que je dis et pas ce que je fais. Tu vois. Donc ça, c'est super intéressant. Et du coup, un truc que je trouve intéressant, c'est que toi, tu interviews plein de gens dans ton podcast. Donc forcément, j'imagine que tu as des interviews avec des gens avec qui tu partages pas forcément le même processus de pensée. Comment tu abordes tout ça? Tu es très politiquement correct, je dirais, comme personne. Et tu aimes donner la parole à tout le monde. Moi, je suis différent, pour être honnête, tu me connais. Hein. Moi, j'aime bien, ok, on a la même philosophie. J'adore écouter, j'adore apprendre, mais si je partage pas l'idée, si tu veux, la philosophie avec la personne, eh ben, je me dis, voilà, je respecte son point de vue, mais ça, c'est mon point de vue. Et comment tu abordes ces conversations où des fois, tu as presque envie de jump in et c'est, oh non, shut the fuck up, ce que tu dis là, c'est des conneries. Comment tu abordes ce processus-là pendant l'interview? Quand j'ai des invités, voilà, j'aime pas... Je pense pas que ce soit une envie d'éviter le conflit. Je pense que l'objectif global avec le podcast, c'est vraiment d'amener un maximum d'informations qualitatives pour que tout le monde puisse se faire sa propre idée sur les choses. Et donc je pense que en le faisant assez, les gens pourront se faire leur propre idée par rapport à un invité qui a dit quelque chose qui peut-être a pas de sens ou qui peut-être est faux. C'est peut-être aussi quelque chose que je dois travailler à développer, cette capacité à peut-être poser des questions un petit peu plus pointilleuses autour d'un sujet avec lequel je suis peut-être pas d'accord. Tu dirais dans le sens où tu challengerais la personne. Voilà, mais de manière très respectueuse, sans aller de manière pas de confrontation, parce que c'est vraiment pas l'objectif. Comme je t'ai dit depuis le début, le podcast c'est vraiment une opportunité pour l'invité de se mettre en avant et de mettre en avant ce qu'il connaît, ce qu'il sait, son vécu, sa perspective. Et je pense que dans la très très grande majorité des cas, tout se recoupe à un moment donné. Peut-être c'est des termes différents, peut-être c'est des notions différentes. Par exemple, hier, j'avais Jean-Marie Péoche, qui a l'Atelier Fit, un podcast français, qui est lui-même préparateur physique, coach à CrossFit Le Louvre, je crois, à Paris.
Et il parlait de neuro, de posturaux, etc., qui sont des concepts avec lesquels je n'étais pas familier en tant que tel, avec les formations que j'ai eues en Amérique du Nord. Personne parle de travail neuro, entre guillemets, là-bas. Mais hier, j'ai vraiment pu faire quelques connexions intéressantes avec ce que je connaissais notamment Feldenkrais. Je ne sais pas si tu es... Oui, bien sûr. Voilà. Moshe Feldenkrais, c'est son travail à lui. Et il y a eu des petits déclics pour moi et qui m'ont permis de connecter ces choses-là. Et par exemple, il y a plusieurs épisodes en arrière, j'ai reçu une autre personne qui parlait de posturaux, de neuro, etc. Et je ne comprenais pas nécessairement les concepts avec la façon dont il les amenait, ou il les présentait. Et avec le recul, je me dis, j'ai bien fait de ne pas le challenger là-dessus, dans le sens où j'avais peut-être juste pas encore les outils pour comprendre de quoi il parlait. J'avais juste pas assez de connaissances encore, c'était un domaine que je comprenais pas assez bien. Maintenant, je vois aussi, quand on parle de mettre l'accent sur certaines positions au niveau du pied, est-ce que tu pousses sur le talon, sur l'arche interne, etc. Ça, c'est des concepts que tu retrouves avec PRI et puis avec d'autres méthodologies comme ça. Donc, il y a énormément de choses qui s'entrecoupent. Jusqu'à maintenant, pour dire la vérité, j'ai eu très très peu d'invités qui ont dit des choses qui étaient vraiment pour moi aberrantes ou qui tenaient pas du tout. Alors oui, il y a toujours quand quelqu'un parle des filières énergétiques, un sujet qu'on apprécie grandement, toi et moi. Exact. Alors, c'est pas mon moment pour dire ouais, mais tu sais, c'est pas comme ça. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Et au final, il n'y a pas de. Aussi, ce qui est intéressant, la science qu'on pratique, c'est que il n'y a pas vraiment de juste ou faux. Au final, tout se défend et tu as ton opinion. Moi, j'ai mon opinion. Et après, il faut savoir la défendre et savoir pourquoi on fait les choses. C'est ma seule rant, si tu veux. Tu vois, on dit les choses, mais on les fait, mais on ne sait pas pourquoi on les fait. Et si on ne sait pas pourquoi on les fait, ça n'a pas de sens, tu vois. Mais le fait qu'on ne soit pas d'accord, c'est pas un problème en soi. Donc, je trouve intéressant que tu mentionnes ça. On n'est pas là pour montrer du doigt et dire ouais, ça marche pas, ça marche pas. Au final, c'est notre expérience qui va dicter ce qu'on pense, tu vois. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a cette nouvelle mode un peu dans l'industrie fitness francophone, je dirais plutôt. Parce que c'est vrai que toi, tu m'as plutôt exposé au monde francophone. Je connaissais pas trop les méthodes, les coachs francophones. Je connaissais absolument rien. Et c'est vrai que je vois pas mal de cette nouvelle mode de evidence-based. Donc c'est un peu le nouveau truc. Je sais pas si tu as remarqué. Ouais, bien sûr. Et moi, ça me fait rire. Ça me fait rire que un coach, doivent mettre en avant le fait qu'il soit evidence-based. Tu vois. Et en fait, ce que je comprends pas il y a plusieurs choses qui me font rire ou que je comprends pas. Déjà, le fait que evidence-based, pour moi, si tu es un coach de renommée, en tout cas, si tu es quelqu'un qui s'applique, tu es evidence-based, cela va de soi. Et un truc que j'aime pas aussi dans cette approche que ces gens ont, d'après ce que j'ai pu voir, hein, pas que j'ai rien contre leur discours en général, mais juste cette étiquette de evidence-based, c'est qu'on renie les anecdotes. Tu vois. Et les anecdotes et les expériences pratiques. Et je trouve que c'est totalement faux de renier ça, parce que au final, l'évidence, c'est une totalité de choses. C'est-à-dire, c'est la littérature, et encore la littérature, plusieurs façons de l'interpréter. Chacun va interpréter la littérature comme bon lui semble, j'ai envie de dire, et ton expérience pratique. Et surtout que l'expérience pratique précède, ou l'anecdote précède ce qui va être étudié dans la littérature. Bien sûr, il faut des anecdotes pour pouvoir formuler des hypothèses, pour ensuite pouvoir les tester au travers de la recherche. Et il y a des anecdotes qui ont été pratiquées pendant 20 ans et qui ensuite ont été prouvées vraies. Par exemple, j'écoutais le podcast que tu as fait avec... comment il s'appelle? Où tu as parlé de respiration, Niers, Moxie. Il y avait Andrew Feldman. J'ai pas mis... Non. Qu'est-ce qu'il faisait? Oui, il parlait à un moment, il a mentionné une anecdote. Je vais me rappeler de son nom. D'accord. Il a mentionné une anecdote où il disait justement quand ils ont commencé à utiliser cette technique du Moxie, du fait qu'il y avait pas, que qu'on utilisait constamment de l'oxygène. Et l'anecdote, c'était, je crois, qu'il faisait des hill sprints ou des sauts en montagne, je sais plus. Brian Kozak, voilà, exactement, c'est lui. Et il dit qu'au bout d'un moment, je me rends compte, il dit, en fait, j'ai utilisé de l'oxygène tout le long. Donc la théorie qui est dans la littérature prouvée vraie,
est fausse. Enfin, c'est l'hypothèse qui se dit à ce moment-là grâce à son anecdote. Et voilà, je voulais juste parler de ça avec toi parce que je trouvais intéressant qu'il y ait ce nouveau monde que je vois que dans le milieu francophone d'ailleurs. Je vois pas trop d'anglo-saxons prêcher partout I'm evidence-based parce qu'on sait que l'évidence c'est partout. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, je pense que la science c'est une nouvelle religion pour certains. Ouais. On se cache derrière un peu. Ben, c'est... Les religions, c'est pas seulement les courants de pensée qui ont comment dire ça, un idole ou quelqu'un qui représente un petit peu la pensée générale, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent tourner en religion, des dogmes en fait. Et je pense vraiment que à l'heure actuelle, en 2020, la science, pour certains, c'est la nouvelle religion. S'ils n'arrivent pas à vérifier ce qu'ils disent au travers de la science, ou alors si quelque chose n'a pas été vérifié au travers de la recherche, ou que certaines études ont montré que c'était peut-être faux, voilà, il n'y a même pas sujet à en parler. Et comme tu as dit, peut-être qu'une anecdote que tu pourrais ramener qui va à l'encontre de ça ne serait même pas considérée comme étant une preuve quelconque du fait que c'est pas science-based, evidence-based. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Voilà. Non, donc je suis d'accord avec toi. Il y a on parle toujours de ça, toi et moi, c'est les gens qui aiment se marier à quelque chose. Exactement. Que ce soit une méthode de travail, que ce soit un type d'entraînement, ou que ce soit une façon de voir le monde. Et une façon de voir le monde, c'est de lire des papiers scientifiques et de dire il n'y a que ça de vrai et c'est comme ça que ça marche. Et de dire que voilà, si c'est pas dans la recherche, moi je le fais pas. Mais encore, comme tu l'as très très bien dit au début, c'est une pensée qui est erronée dans le sens où la science elle-même va dans l'autre sens. D'abord, tu observes quelque chose, ensuite tu émets une hypothèse, et ensuite tu testes cette hypothèse au travers de la recherche. Et ensuite, tu mets à jour ton hypothèse ou ton modèle avec toutes les données que tu peux collecter au cours du temps en allant de l'avant avec plus de recherche, plus de data, etc. Donc ça commence toujours avec une anecdote. Et une hypothèse. Voilà. Et je pense que c'est ça c'est ça sur lequel il faut se baser. Il faut émettre des hypothèses et il faut les tester et après il faut traiter les résultats pour ce qu'ils sont et mettre à jour nos hypothèses ou nos modèles de travail. Et avec ça, voilà, comme tu l'as dit, d'office, on est evidence-based. Voilà. Parce qu'on se base sur l'évidence qu'on peut trouver dans notre pratique de tous les jours. C'est un peu avoir l'esprit scientifique, si on veut. Et de, oui, tout remettre en question, mais aussi de se dire, je vais tester quelque chose et si ça marche à chaque fois, je peux être de plus en plus sûr que c'est juste. Voilà. Et si il y a des fois ça marche et des fois ça marche pas, ça veut pas dire que c'est faux. Peut-être ça veut dire qu'il y a des situations où ça marche et d'autres où ça marche pas. Voilà, faut savoir interpréter les données que tu collectes. Voilà, exactement. Et il faut savoir se poser des bonnes questions. Je pense que c'est ça, être un bon scientifique, entre guillemets, c'est savoir se poser des bonnes questions. Savoir creuser au bon endroit et savoir retourner les cailloux que peut-être d'autres n'ont pas encore retournés pour voir ce qu'il y a dessous. Par exemple, dans ce qui est de la recherche sur le travail de renforcement des muscles respiratoires. Il y a énormément de recherches qui a été faite là-dessus ces 20-30 dernières années et il y a des responders et non-responders. Il y a des gens qui améliorent leur performance au travers de ce type d'entraînement très spécifique et d'autres pas du tout. Et par exemple, la question que je me pose, c'est maintenant qu'on a la possibilité avec le Moxy notamment et d'autres façons de trouver quel système physiologique limite une performance, notamment une performance type d'endurance par exemple, que ce soit le système musculaire, donc par exemple les jambes sur un vélo, les cuisses, les muscles des cuisses, est-ce que je peux utiliser tout l'oxygène qui est disponible dans le sang? Est-ce que j'ai un système cardiaque qui me permet d'amener assez de sang et donc assez d'oxygène aux muscles? Est-ce que j'ai un système respiratoire qui me permet d'extraire l'oxygène de l'atmosphère pour le mettre dans mon sang pour ensuite le transporter? Et également le système respiratoire qui a cette double fonction d'amener l'oxygène au sang et de sortir le CO2 du sang aussi. Après qu'il ait été produit au travers du processus aérobie, etc. Pour tous les non-pros qui n'ont pas compris tout ça, on va casser un peu, tu vois, break this down pour les gens qui n'ont pas compris. Mais c'est un sujet super intéressant. Mais je t'en prie, continue, on va revenir dessus. Bien sûr. Et donc, en gros, si on parle d'athlètes d'endurance, par exemple, on va avoir certains athlètes qui ont certaines limitations. Par exemple, un athlète qui peut être limité par sa capacité à soit
emmagasiner assez d'oxygène avec des efforts de haute intensité, soit sa capacité à extraire assez de CO2 du système pour continuer à produire son effort. Ça peut être sa limitation. C'est le système qui fait bottleneck, si on peut améliorer ce système-là, sa performance générale va s'améliorer. Si on veut prendre VO2 max comme le rendu absolu max de tous les systèmes ensemble, ce qui est le cas, si on regarde à la fonction en elle-même, mais je ne vais pas aller trop dans les détails non plus, en gros, dans cette fonction de la VO2 max, on a un paramètre respiratoire, un paramètre musculaire local et un paramètre cardiaque. Et c'est ces trois choses qui vont faire avancer le bateau, entre guillemets. Ouais. Et donc, si je suis limité par ma respiration, c'est très probable que si je passe au travers d'un protocole de travail respiratoire, eh ben, je vais voir une amélioration de mes performances. Quelqu'un qui est, lui, limité par exemple, son système musculaire, qui ne peut pas utiliser l'oxygène qui est disponible dans le sang, parce qu'il n'a pas assez de mitochondrie, pas assez de densité capillaire, parce qu'il a peut-être un recrutement neuromusculaire qui n'est pas bien coordonné. Toutes ces choses-là vont faire qu'il ne peut pas utiliser l'oxygène. Pour cette personne-là, du travail respiratoire, c'est pas ce qui le limite dans sa performance. Donc c'est possible que c'est pour ça qu'il répond pas à l'entraînement respiratoire en tant que tel. Et donc voilà, c'est je pense se poser les bonnes questions et se dire voilà, il y a des fois où ça marche et des fois où ça marche pas, mais il faut se demander pourquoi. Et je pense que dans ce cas très précis, on a potentiellement maintenant une idée pourquoi. Il y en a certains qui répondent à ce type d'entraînement et d'autres pas. Et je pense que ça se transfère à l'infini dans toutes les autres situations qu'on peut trouver et qu'on veut tester. Quand il y a des gens pour qui ça marche et d'autres pour qui ça marche pas, il faut se demander pourquoi. Et il ne faut pas juste le jeter à la poubelle parce qu'il y a la moitié des gens pour qui ça n'a pas marché. Il y a peut-être une raison et peut-être qu'on ne connaît même pas encore la raison derrière. Peut-être on n'a pas encore les outils de mesure pour savoir pourquoi. Et peut-être qu'on doit juste attendre 5-10 ans pour que la recherche se mette à jour, pour que les outils de mesure se mettent à jour, la technologie se mette à jour, et qu'ensuite on pourra amener de meilleures réponses. Jusque-là, il faut, et ça je pense que c'est un point extrêmement important dans ce monde du evidence-based, c'est de pouvoir dire je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse, on n'a pas encore la réponse, on n'est pas sûr. Et je veux dire, c'est très souvent le cas dans la recherche. Il y a très très peu, et ce que j'ai trouvé, c'est que le plus quelqu'un connaît son domaine, le moins il est sûr il a exactement. moins de réponse absolue. Exactement. J'ai fait un interview avec mon ami Quentin qui enseigne l'économie et les statistiques à l'université de Lausanne, qui est passionné des mathématiques et des stats. C'est vraiment, il adore ça comme nous on adore le coaching et ce qu'on fait tous les jours. C'est passionnant de lui parler de tout ça. Et pareil, il a très très peu de mal à prendre des positions déterminées sur des sujets X ou Y, même si c'est lui qui est en train d'écrire le papier sur le sujet. Tu vois, et parce que vraiment il y a toujours cette on ne sait pas, il y a toujours énormément d'inconnus. Et voilà, après ça dépend dans quel domaine tu fais de la recherche, mais quand on parle au niveau fitness, combien de facteurs il y a qui influeraient un certain paramètre qu'on essaye de mesurer. C'est ça, il y a trop de variables à prendre en considération. On peut s'asseoir là pendant 15 minutes, on en trouverait déjà 50. Et il y en a certainement des centaines auxquelles on ne pense même pas. Donc je pense qu'il faut faire très attention en essayant de tout baser sur la recherche, parce que la recherche, elle est incomplète. La recherche, c'est des petites photos, si on veut, qu'on va poser sur un mur ou sur un grand tableau et qui vont nous donner une petite idée de la façon dont le tout... qui vont nous donner une idée de ce à quoi va ressembler le tout. Mais on n'aura jamais le tout. Et encore, c'est vrai ce que tu dis, et c'est surtout une interprétation de tous ces petits fragments que toi, tu crées ta propre connexion. Voilà. Parce que le problème, c'est que les gens s'attendent à un truc genre... mais il est où le papier qui dit qu'il faut faire ça comme ça? Non, mon système de pensée a été créé autour de mon interprétation de plusieurs recherches, de mon évidence pratique, de ma pratique personnelle. Et c'est ça au final, tu vois. Et je trouve que c'est le truc que les gens devraient garder en tête. Donc s'il y a des coachs qui écoutent ça, j'espère qu'ils vont prendre ça en note. Parce que c'est vrai que plus j'écoute les gens qui en savent le plus, eh bien moins ils ont de réponses absolues. Et la réponse la plus commune, c'est ça dépend. Et je dis souvent à mes coachs, aux gens qui me posent des questions, de savoir comment on fait pour trouver la bonne information. Et le premier truc que vous devez regarder, c'est si cette personne a des positions figées et absolues.
Et si c'est le cas, selon moi, elle est très limitée dans son savoir. Ouais, attention. Attention, on Ouais. est d'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, ça me permet de transitionner parfaitement à ce qui va challenger la recherche peut-être, ou des recherches qui ont été publiées, ou ce qui nous a été enseigné. Alors, tu es un des premiers à avoir balancé ça, en tout cas dans le monde francophone. Je suis presque même à main coupée que tu es le premier à avoir interprété ça et avoir balancé ces informations en challengeant le modèle des filières énergétiques. Alors, c'est un sujet un peu complexe, peut-être que pas tout le monde va réussir à suivre ici, mais en gros, l'ancien modèle des filières énergétiques nous disait on avait différents systèmes énergétiques et certains, la filière anaérobie qui était utilisée en présence d'oxygène et les deux autres filières sans présence d'oxygène. Et ce que toi, tu es venu faire, c'est que tu es venu interpréter tout ça, tu es venu challenger ce modèle-là qui nous est présenté en disant que tout arrive en présence d'oxygène et tu as pu apprendre tout ça grâce à des gens qui étaient vraiment qualifiés. Est-ce que tu pourrais nous vulgariser un peu tout ça? Donc comme tu l'as dit, le modèle qu'on a tous appris, qui sont encore dans les bouquins de prépa physique aujourd'hui, c'est les trois filières énergétiques. Tu as la filière ATP, phosphocréatine, qui, d'après ce modèle initial, on va dire, on va l'appeler le vieux modèle parce qu'il est plus actuel, donc je vais l'appeler le vieux modèle. C'est ce que je vais référencer là. Cette première filière, il était dit qu'elle agissait dans les premiers instants de l'effort jusqu'à à peu près 10-15 secondes. Et après, voilà, les rangées en termes de secondes, ça va dépendre de quel bouquin vous lisez. Mais en gros, on a une filière qui s'active instantanément dès le début d'un effort, qui produit énormément d'ATP, donc d'énergie pour le corps, qui nous permet de fournir un effort de très très haute intensité dès le départ. Et après, cette filière, elle va arrêter de travailler assez rapidement pour laisser place à la deuxième filière qui prend le relais, qui est la filière lactique, si on veut l'appeler comme ça, et donc qui est la glycolyse, en fait, qui est l'oxydation des sucres. Et cette filière-là produit un petit peu moins d'énergie de manière absolue que celle d'avant, mais sur une durée un petit peu plus prolongée. Et finalement, on a la troisième filière qui vient un peu plus tard, la filière aérobie, comme tu l'as dit, qui travaille avec l'oxygène et qui vient plus tard dans l'effort, à peu près 90 secondes, jusqu'à 2, 3, 10 heures, 20 heures, suivant les événements que quelqu'un va faire. Et c'est cette filière-là qui va prendre le dessus à ce moment-là et qui va pouvoir fournir l'énergie pour les efforts à partir de ce moment-là. Donc on a ces trois filières. Dans ce vieux modèle, elles sont séquencées dans le temps. Et en fait, il s'avère que alors ces trois filières existent. Okay, elles existent. Et oui, la filière, si on veut l'appeler la phosphocréatine, en isolation, elle fonctionne sans oxygène. Et la filière de la glycolyse, pareil. Mais techniquement, elle travaille, si on veut imager ça un petit peu, plutôt que de travailler l'une après l'autre, dans le temps, elles travaillent en série. Elles sont toutes mises bout à bout, si on veut, et elles travaillent toutes ensemble, instantanément. Et suivant la recherche qu'on a vue plus récemment, et encore une fois, on en revient aux outils de mesure qu'on a pour se faire une idée de ce qui se passe au niveau cellulaire. Et au niveau moléculaire, il s'avère qu'on pensait que il s'avère que par exemple la phosphocréatine, on en produit et on en utilise 40 fois plus que ce qu'on pensait avant. Pourquoi ? Simplement, on n'avait pas des outils de mesure assez précis pour dire combien on en utilisait tout de suite ou d'un instant à l'autre. Et donc il s'avère que ces trois filières sont actives en dessous de 150 millisecondes, ces trois filières sont engagées. Donc il y a plus d'abord c'est celle-là, ensuite c'est celle-là, puis à la fin c'est celle-là. Et ça on le retrouve notamment sur le Moxy, un outil dont on a parlé 2-3 fois, qui est un outil qui permet de voir en temps réel la saturation en oxygène dans les capillaires du muscle. Donc, par exemple, on le met sur la cuisse et on voit en temps réel l'équilibre entre combien d'oxygène on utilise et combien d'oxygène arrive dans le muscle au travers du système cardiovasculaire. Ça a été, c'est la technologie qu'on appelle le NIRS. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ? Ouais, Near Infrared Spectroscopy. En français, je l'ai recherché parce qu'il fallait que je le trouve. C'est la spectroscopie proche infrarouge, si je ne me trompe pas. Okay. Et en gros, c'est une lumière qui est émise par l'émetteur et qui va dans les tissus adipeux, musculaires, etc., qui revient ensuite dans les capteurs, le capteur et l'émetteur qui forment l'unité du Moxy, si on veut. Et donc, la lumière rentre dans le muscle,
ressort d'une certaine manière suivant le taux d'oxygénation de l'hémoglobine et de la myoglobine, en sachant que l'hémoglobine, c'est la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang, okay, et la myoglobine, c'est celle c'est la protéine qui est, elle, fixe dans le muscle en lui-même et qui fait un petit peu l'entre-deux, si on veut parler un petit peu vulgairement, entre l'hémoglobine et ensuite l'utilisation de l'oxygène au niveau cellulaire. Et donc, suivant si ces deux molécules de transport, on peut appeler des taxis si on veut, suivant si le taxi est plein ou pas, il va réfracter la lumière d'une manière différente. On peut dire qu'il va avoir une différente couleur. D'accord ? Et donc, suivant la couleur qui est reflétée et donc retransmise dans le capteur, au travers d'un algorithme très très compliqué, on arrive à calculer, enfin pas moi, hein, c'est des ingénieurs qui ont fait ça, ils se sont grattés la tête et ils ont réussi à déterminer comment faire ça. Et moi qui pensais que je galérais, putain. On arrive à déterminer l'équilibre entre l'apport d'oxygène et l'utilisation d'oxygène. Et ce qu'on voit avec ces technologies, c'est que dès le premier instant de l'effort, le taux d'oxygène tombe. Ce qui veut dire que l'oxygène est utilisé instantanément. Il n'y a pas de 40 secondes ou 1 minute 30 où il n'y a pas d'oxygène. C'est instantané, c'est tout de suite. Et je pense que c'est... À mon avis, je suis peut-être la meilleure personne placée pour le dire, mais les gens en font un trop gros deal dans le sens où tout ce qui change, c'est le modèle de physiologie qui est sous-jacent aux méthodes d'entraînement qu'on utilise déjà. Quand on fait des répétitions de sprint, par exemple, on sait qu'on va travailler sur 6 à 7 secondes, peut-être 10 secondes, et après on va se reposer 2 minutes derrière. Okay, donc ça, c'est un protocole qu'avant on disait, voilà, on va faire des intervalles anaérobie à lactique. On peut simplement dire qu'on fait des sprints, où on fait des efforts de très haute intensité, de manière intermittente. Je pense que c'est une anecdote, moi. Je sais pas, je dis ça comme ça. C'était une anecdote, et voilà. Et je sais que t'aimes bien. Moi, les petits pics ici et là, vous connaissez K-Swiss. Et donc, en gros, on a beaucoup de méthodes d'entraînement qui fonctionnent toutes très bien pour la plupart et avec ou avec certaines populations. Et on a un modèle physiologique sous-jacent qui était faux, qui maintenant a été corrigé. Ça ne veut pas dire que celui-là est vrai, ça veut juste dire que c'est le mieux qu'on ait pu trouver avec les outils de mesure qu'on a à disposition actuellement. Ça veut dire que dans 10 ans ou dans 20 ans, ce nouveau modèle, entre guillemets, sera certainement mis en porte-à-faux ou démontré comme étant pas exact, du fait qu'on aura d'autres technologies ou d'autres connaissances qui nous permettront de voir un petit peu plus précisément ce qui se passe. Donc le nouveau modèle, entre guillemets, c'est pas la vérité, c'est le mieux qu'on puisse trouver avec les outils du moment. Et ça colle avec tout ce qu'on voit de manière anecdotique aussi. On voit que, par exemple, on sait que, comme je l'ai dit avant, quelqu'un qui est débutant, qui a pas beaucoup fait d'activité physique, va grandement bénéficier de faire des intervalles sur un airbike, par exemple, pour augmenter sa capacité à utiliser l'oxygène au niveau du muscle. Par contre, pour un athlète qui est très très développé au niveau physiologique, au niveau physique, qui a beaucoup d'années d'entraînement, ces intervalles-là, je ne dis pas qu'ils sont plus utiles, mais ils ne l'aideront pas nécessairement à mieux utiliser l'oxygène vu qu'il l'utilise déjà très très bien. Peut-être que pour cet athlète-là, c'est plus important au niveau neurologique, au niveau système nerveux, au niveau rendu nerveux absolu, que là, ça peut être important de faire ces choses-là. Et donc, je pense que ce nouveau modèle, entre guillemets, il n'amène pas nécessairement... Il vient pas casser quoi que ce soit en termes de méthode de travail. Ça, c'est une chose que j'ai vue et des questions que j'ai eues pas mal sur la vidéo, justement, que j'ai fait la présentation que tu as mentionnée, sur les filières énergétiques. C'est que juste parce que la physiologie sous-jacente n'est pas ce qu'on croyait l'être, ça ne veut pas dire que nos méthodes de travail en tant que coach, elles doivent changer du jour au lendemain ou qu'elles sont plus adaptées. Peut-être que maintenant, encore une fois, il y a des meilleures questions à se poser. Est-ce qu'un protocole de basse intensité qui vise à augmenter le rendu cardiaque, par exemple, cardiac output protocols, est-ce que ça va bénéficier quelqu'un qui n'est pas limité par son système cardiaque, potentiellement au niveau nerveux, comme tu l'as dit, pour peut-être rabaisser un petit peu cette tension, mais au niveau cardiaque proprement dit, si c'est pas un système limitant pour cette personne, on peut débattre de l'utilité de ce protocole d'entraînement. Ok, alors ça, j'aimerais t'arrêter là, parce que je trouve intéressant, parce que quand ton modèle a été présenté, je me suis dit, vu que j'étais pas familier avec ça, bien entendu, je connaissais que l'ancien modèle, je me dis, dans ce cas-là, vulgairement parlant, je me dis, ce qu'il nous présente là, ça veut dire que le système aérobie
on devrait mettre plus de priorité là-dessus. Si je pense ancien modèle, donc je me dis, le cardiac output et ce genre de méthode qu'on utiliserait, ça aurait plus de bénéfices. Et en final, quand on cherche un peu plus loin, au final, la réponse c'est non, parce que aujourd'hui, on arrive à mesurer quel système peut être le facteur limitant, qui n'est pas forcément le système respiratoire. Ouais. Donc, si on se débarrasse de toutes ces définitions, ça crée pas mal de confusion dans la tête. Tu vois, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de me dire, OK, attends, mais comment on approche ça, du coup? Donc, du coup, tu as parlé des différents systèmes qui sont utilisés lors de l'effort. Est-ce que tu pourrais développer? Comment tu fais à ce moment-là? Tu as quelqu'un en charge et tu dis maintenant, je dois déterminer quel est le facteur limitant pour améliorer la performance de tel et tel athlète. Comment tu fais? Alors, je pense que ça dépend de la personne et ou de l'athlète. Par exemple, un athlète qui évolue dans des sports d'endurance, comme du rameur, par exemple. J'ai pu faire un test avec Barnabé Delars, qui est un rameur dans l'équipe suisse, en aviron donc. Et voilà, un athlète de très très haut niveau, il se prépare pour les JO de Tokyo l'année prochaine. Et donc, avec lui, on va faire quelque chose comme un test qui s'appelle le 5-1-5, qui est un step test en fait, avec des paliers Alors par exemple, en gros, c'est 5 minutes de travail, 1 minute de repos, 5 minutes de travail à la même intensité que la première, 1 minute de repos, et ensuite on monte d'un palier. Donc chaque palier a 2 intervalles. Okay. Donc je vais faire 5 minutes à 200 watts sur un airbike par exemple, 1 minute de repos, 5 minutes à 200 watts, 1 minute de repos, 5 minutes à 250 watts, 1 minute de repos, 5 minutes à 250 watts, 1 minute de repos, ensuite je monte à 300, etc. etc. Jusqu'à l'échec ou bien? Jusqu'à l'échec, voilà. Okay. Et en gros, il n'y a pas de score à proprement dit sur un test comme ça, dans le sens où ce qu'on va rechercher, et ça on va le faire notamment avec le MOXIE, donc l'outil de mesure qui permet de voir ce qui se passe en temps réel dans le muscle, avec encore d'autres points de mesure, comme par exemple le SPO2, qui est la mesure de saturation périphérique en oxygène. En gros, c'est à quel point l'hémoglobine est saturée quand elle sort du cœur, si on veut, okay, dans les artères. Donc, quand le sang revient par les veines, il passe par le ventricule droite. Le ventricule droite du cœur pousse le sang vers les poumons et les capillaires des poumons. Là, il se passe l'échange gazeux entre le poumon et le sang. Donc, l'oxygène va être chargé, si on veut, sur l'hémoglobine. Donc, pense aux molécules d'oxygène qui vont prendre le taxi. Okay, donc, les taxis vont être remplis au niveau du poumon. Ensuite, ça repasse par le ventricule gauche. Le ventricule gauche pousse ce sang maintenant oxygéné dans les artères en direction des muscles, des organes vitaux, etc. Et donc, on peut mesurer avec cet outil, le MOXIE, la saturation au niveau local. Et donc, par exemple, sur le muscle, dans le muscle, mais avec un oxymètre de pouls qu'on met, par exemple, ils les ont dans les hôpitaux, on le met juste c'est avec une lumière infrarouge, on le met sur le doigt et ça nous montre en pourcentage. Un pourcentage normal, c'est entre 97 et 99%. Donc, on a déjà le sang qui sort du ventricule gauche, du cœur, qui va arriver vers nos muscles, il est déjà presque saturé en oxygène. On ne peut pas mettre beaucoup plus d'oxygène dedans. Okay. Et donc, en mesurant ça, et avec le MOXIE, et avec aussi un cardiofréquencemètre, donc pour voir la fréquence cardiaque, et avec, en gros, c'est les tendances de ces différents paramètres qui vont nous permettre de déterminer ensuite, avec une petite analyse, quel système limite la performance. Donc par exemple, ça je l'utiliserai avec un athlète qui aurait besoin d'avoir tous ces systèmes-là qui fonctionnent de concert, donc plus pour des athlètes d'endurance, plus que d'autres, parce que c'est vrai que par exemple, dans la recherche qui a été faite sur les limitations au niveau du système respiratoire à proprement dit, ils n'ont pas pu démontrer encore si le système respiratoire avait une influence ou pouvait être un système limitant dans tout ce qui était des événements intermittents. Donc tout ce qui est tous les sports d'équipe, par exemple, du rugby, du foot, etc. C'est des sports où stop and go. Donc on s'arrête, on court, on s'arrête, on court. Et ils n'ont pas pu vérifier si le système respiratoire pouvait être un facteur limitant. Et donc je pense qu'un test comme ça ne serait pas nécessairement approprié pour un athlète de sport d'équipe, du fait que il va jamais passer énormément de temps au-dessus de 80% de sa VO2 max, et pour des périodes prolongées, et donc pour lui on utiliserait un test différent. Est-ce qu'on pourrait interpréter ça, ce que tu viens de mentionner là, en se disant que au final les athlètes de sport collectif comme ça, ils devraient passer moins de temps à essayer de développer leur système respiratoire et plutôt essayer de développer d'autres qualités?
ça dépend de l'athlète. Et je pense, même si la recherche n'a pas pu démontrer que le système respiratoire en tant que tel ne devenait pas un facteur limitant dans des performances intermittentes, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas un intérêt à travailler le système respiratoire en tant que tel pour gagner quelques pourcentages ici ou là. Jusqu'à quel degré ça devient bénéfique? C'est ce que peut-être. C'est ça, voilà. C'est à quel point et voilà, combien de temps il faut passer sur du travail respiratoire à proprement dit. À quoi ressemble le travail respiratoire? Ça, c'est un nid de gap encore plus gros que celui qu'on vient d'aborder parce que c'est extrêmement complexe avec tout ce qui se passe au niveau du système respiratoire et les interactions qu'il y a entre le système respiratoire et tous les autres systèmes. Il est énorme. Et donc, c'est compliqué pour la faire simple. Et donc, par exemple, ce matin, je travaille avec un client privé qui fait beaucoup de télémark, qui fait aussi de la voile, il fait du char à voile. Et donc aujourd'hui, par exemple, on a fait des intervalles sur un airbike, des intervalles donc des sprints, on va le dire comme ça. C'était pas du lactique, anaérobique à lactique, c'était des sprints. Et ce que j'ai vu sur le Moxy, c'était qu'il n'arrivait pas à complètement désaturer son muscle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'arrivait pas à utiliser tout l'oxygène qu'il avait à disposition. Il arrivait à descendre jusqu'à 15% à peu près. C'était son seuil on appelle ça le seuil de performance, ou certains l'appellent le seuil de performance. C'est jusqu'où tu arrives à utiliser ta batterie. Si tu veux utiliser l'analogie de la batterie, l'oxygène que tu as à disposition, c'est quand ton SMO2, donc ta saturation d'oxygène, est tout en haut. Ce ne sera jamais 100%. En général, c'est par exemple... Avant l'échauffement, il était à 55%. Après l'échauffement, il était à 75-80%. Donc, petite anecdote pour dire, petit point pour dire, pour mettre en avant, ça a déjà été fait bien sûr, mais remettre en avant l'importance de l'échauffement. En gros, on a fait en sorte que sa batterie était plus grande. Et donc, quand il a commencé ses intervalles et qu'il a commencé à 75% de saturation, il est descendu jusqu'à 15%. Le 15% qui reste, c'est le fond de la batterie qu'il n'arrive pas à utiliser. Donc, pour améliorer ses performances, on peut essayer d'aller chercher un peu plus loin et d'améliorer sa capacité à utiliser l'oxygène pour qu'il puisse complètement désaturer son quadriceps en l'occurrence, pour en gros tirer un petit peu plus de ce qu'il a en réserve, pour parler simplement. Et donc pour une personne comme ça, c'était une séance d'entraînement, mais avec le Moxy, ça permet de faire un assessment presque en même temps. On n'a pas dû modifier, on n'a pas dû faire une heure de test dédié, etc. C'était vraiment pendant l'entraînement, c'est sur la cuisse, ça ne dérange pas au niveau de ce qu'il fait, il a pu faire ses autres exercices, etc. Mais comme ça nous a donné un point d'ancrage, et avec ça, ce que je vais faire, c'est qu'on va continuer à travailler sur ces paramètres-là pour, notamment encore avec des sprints sur l'airbike, avec du travail de renforcement au niveau des quadris, et toutes ces choses-là qui vont l'aider à développer densité capillaire, mitochondriale, coordination neuromusculaire que j'ai mentionné avant. Donc toutes ces choses-là vont faire que, en théorie, il va pouvoir utiliser l'oxygène de manière un petit peu plus efficace, d'aller un petit peu plus loin dans son effort, et aussi peut-être gagner quelques watts sur l'airbike. Ça, ce serait un bon petit bonus. Et donc, on va continuer à faire les entraînements et on va regarder de temps en temps avec le Moxy ce qui se passe en gros sous le capot. Parce que c'est vraiment ça. Le Moxy te permet de voir en temps réel ce qui se passe sous le capot. Ça te permet de faire des tests comme le 5-1-5 que j'ai mentionné avant. Il y a d'autres tests aussi qu'on peut utiliser, mais ça te permet surtout au jour le jour, dans tes entraînements, d'autoréguler ce que tu fais selon ce que tu vois. Si tu sais par exemple que tu veux avoir un effort de basse intensité sur un vélo, je peux te dire que 99% des gens vont beaucoup trop vite et trop fort sur un vélo quand on leur dit de faire de la basse intensité. Même s'ils se disent « Ouais, mais regarde, mon cœur, il est à 125 ou 130 ou 140 parce que c'est en dessous de 150, donc ça va. » Tu leur mets le Moxy. Idéalement, sur une séance de récupération basse intensité, ce qu'on veut voir, c'est un SMO2 qui monte. Mais est-ce que le Moxy, tu vas pas voir ce qui va se passer à une partie précise? Parce que tu vois pas le reste du corps qui est inclus. Alors ça, on est d'accord. Encore une fois, c'est un petit aperçu. Voilà. Après, si tu as pas mal de sous et puis que tu as 5 ou 10 Moxy, là, tu peux les mettre partout, tu peux faire Robocop, et là, tu vas voir tout ce qui se passe. Et tu verras que sur les muscles moteurs, ou locomoteurs, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, par exemple sur un quadriceps de manière générale, sur un effort de vélo, tu vas voir que tu peux le mettre sur plusieurs muscles différents, tu vas avoir des réponses très très similaires.
Alors c'est clair que tu le mets sur le deltoïde gauche quand tu fais du vélo, tu vas pas voir grand-chose. Cela étant dit, par exemple, dans un contexte de 5-1-5 qu'on a mentionné avant, un deuxième Moxy sur une partie non utilisée peut te donner des informations justement sur la redistribution du flux sanguin qui se passe à des très très hautes intensités, en sachant que bien sûr le corps met des priorités sur ce qui va maintenir, donc le cerveau, tous tes organes vitaux, et le diaphragme comme muscle respiratoire primaire est une partie très très importante de ta survie. Tu respires pas, tu meurs. C'est aussi simple que ça. Donc ça c'est scientifiquement prouvé, Sean. C'est quel papier ça? Alors écoute, j'ai pas de citation comme ça là sur le tas. Montre le papier. Mais je pense que pour ceux qui sont evidence based, bouchez-vous le nez. Non, je vais pas la faire comme ça, mais vous verrez que vous durerez pas très très longtemps sans respirer. Voilà, pour la dire comme ça, pour la dire gentiment. Et donc, ce qui va se passer à haute intensité, c'est que le corps va redistribuer le sang de manière à garder le diaphragme fonctionnel. Comme ça, j'ai placé le mot fonctionnel dans un environnement qui fonctionne. Donc, pour garder le diaphragme fonctionnel quand il commence à fatiguer, eh ben, on va reprendre le sang qui était dans les jambes, par exemple, et le faire repartir là où il faut, donc le diaphragme, pour qu'il lui puisse continuer à pousser. Et si on met, comme j'ai dit avant, un autre Moxy sur un deltoïde gauche, par exemple, alors qu'on avait l'autre Moxy sur le quadriceps ou le vaste latéral droite, qui est un peu l'endroit clé où on le met d'habitude sur la cuisse, on va peut-être voir aussi pour quelqu'un qui serait limité notamment par sa capacité cardiaque, on va voir que la quantité de sang dans l'épaule va baisser du fait qu'on va redistribuer ce sang, que ce soit dans les jambes ou vers le diaphragme, pour pouvoir continuer cette performance. Donc, oui, comme tu l'as dit, c'est un snapshot, mais ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est que ça corrèle de manière très très rapprochée au ressenti de l'athlète aussi. Tu mets un Moxy sur le quadri, tu vas à fond sur l'air bike. Je peux te dire que quand tu arrives à 0% O2 ou alors à ton seuil de performance en tout cas, tes watts ils vont dropper de manière significative, ça va commencer à faire très très mal, ça va piquer fort et voilà, tu vas vraiment être en mode survie, tu vas pas pouvoir continuer. Et donc il y a cette relation qui est tangible entre ce qu'on voit au niveau physiologique dans le muscle et ensuite ce qui se passe au niveau rendu moteur, au niveau ressenti aussi. Et donc c'est un peu il y a tout qui se rencontre au milieu et ça a pas mal de sens. Il y a encore des inconnus et c'est pas tout clair et comme j'ai dit, c'est pas la vérité à prendre en tant que telle, mais ça marche, ça a du sens et jusque-là, on va dire les différentes pièces qui avant étaient peut-être un petit peu isolées arrivent à s'emboîter assez bien et ça nous donne un modèle qui fonctionne assez bien de manière générale. Moi, quand tu dis ça, je pense, pour un athlète, c'est super intéressant. Pour la personne lambda, ça peut servir comme tu l'as présenté, mais principalement pour un athlète, je trouve que c'est intéressant d'utiliser, c'est ce que je dis avec toutes les personnes avec qui je travaille, d'utiliser des mesures objectives. Parce que là, c'est ce qu'on peut manipuler. Voilà. Et ça, c'est très important. Et surtout, encore une fois, un truc que, sans même connaître la science derrière, c'est toujours travailler sur le facteur limitant. Et c'est un truc qu'on a tendance à éviter parce qu'on aime travailler sur les choses sur lesquelles on est bon et on évite de travailler sur le facteur limitant. Donc, c'est intéressant d'utiliser ces outils de mesure. Du coup, ça me fait penser à l'utilisation du Moxy, par exemple les IMJ, pour tout ce qui est hypertrophie musculaire. Parce que si tu te dis Moxy, ok, je peux le mettre à un endroit, je désature d'oxygène complètement, c'est-à-dire que mon corps va être obligé de maximiser le recrutement de fibres musculaires. Exactement. Et là, je sais que je suis en train de bien développer le muscle que je veux développer. Exactement. Alors que si j'ai pas de désaturation complète, on n'est pas en train de maximiser le recrutement de fibres musculaires. Donc, on n'est pas en train de maximiser son hypertrophie musculaire. Ça a du sens ce que je dis? Alors, soit tu es très très malin, et je pense que c'est ça, soit tu as lu The Oxygen Conforming Response Paper. Non, j'ai pas lu ça. D'accord, parce que c'est exactement ça. Ça s'appelle pour ceux qui veulent aller regarder et chercher le papier, ça s'appelle The Oxygen Conforming Response. Et en gros, ça dit que, comme tu l'as très 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 bien décrit là, de manière intuitive, donc bravo. Parce que c'est pas facile à déceler comme ça. Plus tes taux d'oxygène sont bas,
En gros, moins tu as de fuel pour faire le travail. Et donc, plus ton système nerveux va devoir recruter de fibres pour pouvoir faire le travail que tu essayes de produire. Avec de moins en moins de fuel. Donc, tu mets de plus en plus de tension nerveuse pour recruter de plus en plus. Et c'est exactement ce qu'on fait. Et il y a une super présentation sur le YouTube de Moxy, faite par Evan Pycon. Qui parle exactement de ça, c'est l'utilisation de NIRS, donc la technologie du Moxy, pour autoréguler le travail d'hypertrophie. Et ça va dans le sens, encore une fois, ça recoupe très très bien ce que dit par exemple si tu suis Renaissance Periodization, qui sont un petit peu c'est un des leaders dans tout ce qui est nutrition, prise de masse, etc. Et quand on te parle de voilà, peu importe si tu fais 5 répétitions ou 25 répétitions, ce qu'il faut, c'est arriver avec entre 4 et 1 répétition en réserve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une répétition en réserve, ça veut dire que si tu en faisais une de plus, c'était ta dernière et tu ne pourrais pas faire une deuxième, tu serais à l'échec musculaire. Et si on regarde au niveau du Moxy, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on a complètement désaturé le muscle. On a très certainement, du fait de la tension musculaire qui est créée quand il se contracte, en gros, c'est comme si on prend l'artère et la veine, donc l'artère qui amène le sang dans le muscle et la veine qui sort les produits dérivés, on va dire, parce que ce n'est pas des déchets à proprement parler, la veine qui sort le sang du muscle, c'est comme des tuyaux d'arrosage. Et un muscle qui se contracte, plus il contracte fort, plus il va mettre le pied sur le tuyau d'arrosage. Alors, si on prend des pourcentages de rep max, par exemple, pour donner des plages assez larges, entre 0 et 35% de ton 1RM, tu vas avoir une réaction de compression. En gros, tu pumpes, ça continue, le sang il rentre, le sang il sort, le sang il rentre, on continue. Donc, tu peux continuer à faire ça virtuellement pour toujours. Tant que tu as du fuel, tu es sur un vélo, tu vas pas trop vite, tu peux y aller jusqu'à ce que mort s'en suive si tu veux. C'est bon, ça continue à tourner. Si on monte un petit peu plus haut dans les pourcentages, donc des charges un petit peu plus importantes, entre disons 35 et 70%, là on va créer potentiellement une occlusion veineuse. Ça veut dire que en gros le muscle, on prend l'analogie du pied et du tuyau d'arrosage, le muscle c'est le pied et le muscle va mettre le pied sur le tuyau d'arrosage qui est la veine. Donc plus d'oxygène qui vient dans le... Alors l'oxygène vient parce que l'oxygène rentre par l'artère, mais il n'y a plus rien qui sort. Donc le sang s'accumule dans les capillaires. On arrive encore à avoir the pump. Oui, exactement. The pump. Casse pas ton micro. Mais c'est ça, c'est le pump. C'est le pump. Tu es rempli de sang parce que tu as créé une occlusion veineuse. Le sang ne sort plus du muscle. Par contre, il continue à rentrer. Donc tu as toujours de l'oxygène. Mais à un moment donné, tu vas être limité par le fait que tu peux plus extraire le CO2, les ions d'hydrogène, etc. Donc ta performance, ton temps est compté. Mais tu as encore un petit peu de marge. Tu vois, tu prends un 50% de 1RM, tu vas pouvoir y aller un moment, mais à un moment donné, tu vas devoir t'arrêter. Tu vois, mais the pump is real. Tu vois? The pump is real. Fuck, tu vois? Ils avaient découvert ça déjà à l'époque. Donc le pump, c'est juste. Et après, tu montes encore plus haut dans les pourcentages. Et on a l'occlusion artérielle, et qui est donc pour reprendre l'analogie du pied et du tuyau d'arrosage, le muscle met le pied sur la veine et l'artère. Donc il bouche l'entrée et la sortie. Et donc là, tout ce que tu as à dispo, c'est le sang qui a déjà dans le muscle, mais tu n'as plus de sang frais qui rentre avec de l'oxygène et tu n'as plus rien qui sort. Donc là, tu as peut-être 1 ou 2 reps maximum, mais après, c'est fini. Donc, dans un compound movement, un mouvement polyarticulaire, par exemple, tu pourrais déterminer lequel des muscles ou des parties inclus dans le mouvement pourrait être un facteur limitant aussi. Ah oui, tu pourrais isoler parce que tu te dis ok, si je fais un squat et que une partie de mes quads est limitée, ça se désature beaucoup plus vite, du coup je dois compenser parce que quand ça s'est désaturé, tu es obligé de recruter autre chose pour faire le mouvement. C'est bien ça? Alors t'es exactement dans le juste. Théoriquement, on peut le faire. Après, il faudrait pouvoir placer des dizaines de Moxy sur les bons muscles, tu vois. C'est intéressant de savoir. Mais théoriquement, tu peux le faire. Et d'ailleurs, Evan en parle de temps en temps. Lui, son rêve, c'est d'avoir un bodysuit qui serait EMG, Moxy complet, pour pouvoir voir de manière globale ce qui se passe dans le corps en temps réel. Encore une fois, de manière systémique et pas juste de manière locale et isolée. Donc oui, théoriquement, tu peux le faire. Et donc pour terminer ce que je disais avant sur l'hypertrophie, il s'avère que la plage, on va dire,
d'efficacité en termes de charge semble être entre à peu près, comme je t'ai dit avant, 35% et 90% de la 1RM. Et il s'avère que dans cette plage-là, qu'est-ce que tu fais? Tu crées des occlusions, soit veineuses, soit artérielles et veineuses. Et donc, en gros, voilà, on a cette oxygen conforming response qui fait que si tu as une occlusion soit veineuse, soit artérielle, eh ben, tu vas réduire le pourcentage de O2 que tu as à disposition jusqu'au point où tu n'en as plus assez, qui va faire que ton système nerveux, pour compenser ce manque de fuel, ce manque d'oxygène, va recruter plus d'unités moteurs et qui va faire que, voilà, on parle de tension mécanique, de mechanical work, étant le facteur primaire de driver of hypertrophy. C'est ça qui fait qu'on gagne de la masse musculaire. Et en gros, c'est soit tu as des charges très très lourdes et mechanical tension tout de suite, donc tu as de la tension mécanique qui est là du fait de la charge qui est très très lourde, ou alors tu prends l'autre biais. Avant, on disait que c'était du stress métabolique. Ben, le stress métabolique, c'est quoi? C'est quand tu as des taux d'oxygène qui sont réduits dans le muscle. Donc, tu dois compenser par le biais de ton système nerveux au travers d'un recrutement plus prononcé des fibres. Et donc, tu as aussi une tension mécanique qui se crée, mais un peu un chemin un petit peu détourné de celui de la charge très, très lourde. C'est pour ça que, et comme la littérature l'a très très bien démontré jusqu'à maintenant, des charges de 5 RM marchent tout aussi bien que des charges de 20 RM pour l'hypertrophie. Et encore une fois, donc ça colle avec tout ça. Avec tout ça. En fait, bon, c'est du charabia très compliqué pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, mais tout ce qui me vient en tête maintenant, c'est de se dire, ok, on est très attaché à des méthodes, tu vois, le 886, tu vois, et c'est des conneries. C'est ce que j'explique aux coachs qui font du mentoring avec moi. Je dis, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre l'adaptation à un niveau physiologique, ce qu'on vient de break down maintenant. Et quand tu comprends après ça, tu comprends quelle intention tu dois mettre aussi derrière ce que tu fais. Et puis, et voilà. Et au final, si je travaille avec un client et je lui dis chase the pump, et on ressent, c'est beaucoup plus efficace qu'utiliser une méthode qu'un connard a mis dans un livre. Avec des chiffres arbitraires. Avec des chiffres arbitraires, qui conviennent à certaines personnes et d'autres pas. Voilà. Pour revenir à peut-être un point de précision sur, un point de précision sur les occlusions dont on a parlé. Suivant ton profil athlétique et suivant tes limitations, tu vas pas avoir les occlusions au même pourcentage de ton 1RM. Un cycliste d'endurance qui a un système cardiaque très bien développé et un système musculaire qui peut très bien utiliser l'oxygène aussi, mais qui ne crée pas nécessairement autant de tension qu'un powerlifter, par exemple. Il va avoir besoin de pourcentages plus élevés de sa 1RM pour arriver à ces occlusions-là. Alors que tu prends un gars qui est avec beaucoup de masse musculaire, mais qui a un cœur de 2 francs 50, ben lui, il lui faudra pas grand-chose pour avoir un pump. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être pour retourner à la version simplifiée, toutes ces choses-là, c'est cool à savoir, mais en fin de compte, tout ce qu'il faut savoir pour l'hypertrophie, c'est que entre 3 répétitions et 25 répétitions, tant que tu arrives dans cette fourchette entre 4 et 1 répétition en réserve qui reste sur ta série, t'es dans le juste en termes d'hypertrophie. T'as recruté un maximum et tu vas solliciter cette réponse. T'as recruté, alors peut-être pas un maximum parce que t'as toujours l'échec, mais après on veut l'éviter pour d'autres raisons, la plupart du temps, parce que des fois c'est chouette aussi, mais pas tout le temps. Mais donc je pense que, et on a parlé avec, j'ai reçu James Fitzgerald de CrossFit, il y a une semaine, et il parlait de ça justement. On aime bien, et moi le premier, on aime bien complexifier les choses. J'adore comprendre pourquoi, et donc je vais me lancer dans ces trucs-là et essayer de comprendre pourquoi, mais au final, ça n'a pas besoin d'être aussi compliqué que ça. Tu vois, si tu dis à ton client, voilà, sur ta semaine, si tu veux faire grandir tes pecs, il faut que tu fasses s'il est débutant intermédiaire, entre 10 et 15 séries au total. Les reps, on s'en fout. Tant que tu es entre 5 et 25, et tant que tu gardes de 4 à 1 en réserve, on est bon. Et tant que le volume progresse au cours du temps, on est bon. Donc, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On peut le rendre aussi compliqué qu'on veut. Pour la compréhension derrière tout ça, comme on dit, there's layers to shit. Mais pour nous, c'est intéressant. Mais après, d'un point de vue pratique, au final, c'est ce que tu dis, c'est cette intention-là qu'on cherche. Et c'est ça le plus important, au final. Et ça, en résumé, écoutez-nous les mecs, putain, ça fait longtemps qu'on essaie de répéter tout ça. Non mais c'est intéressant, tu vois, parce que malgré le fait qu'on connaisse toute cette science, on arrive à le vulgariser très rapidement en disant voilà ce qu'il faut faire en fait, tu vois. Et je trouve que ça c'est vraiment le plus important. Est-ce que tu as un mot à ajouter sur cette partie-là?
Je pense que c'est juste le début. Je pense que c'est fascinant tout ce qui se passe au niveau de ces technologies qui nous permettent maintenant d'avoir ces mesures en temps réel. Il y a plusieurs outils maintenant qui te permettent de tester la VO2 max en conditions sur le terrain, de pas avoir besoin d'être dans un labo. C'est portable, c'est le masque sur le visage et une petite unité à côté. Enfin, c'est des choses qui moi me fascinent dans le sens où ça te permet vraiment d'emmener le labo des outils de mesure qui avant étaient restreints à des laboratoires qui coûtaient extrêmement cher. Et voilà, faut sortir de ton environnement d'entraînement, de l'environnement de ton sport, aller dans un labo avec des gens avec des manteaux blancs et faire des tests qui, encore une fois, ont peut-être pas un transfert nécessairement énorme sur le terrain en tant que tel, mais maintenant, on peut utiliser ces outils-là de manière appliquée sur le terrain et je me réjouis de voir encore une fois la vulgarisation de ces informations. Ok, on est back après une petite pause, une petite coupure. En tout cas, sujet super intéressant. Sean, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. On apprend beaucoup et puis c'est bien qu'il y ait le côté un peu pratique aussi derrière. J'ai un petit quiz final pour toi. Alors, ces questions rapides, c'est où et où, ok? C'est un truc ou un autre truc et tu réponds, c'est facile, mais c'est juste pour le fun, ok? Vas-y. On commence simple, rugby ou foot? Rugby. Trop facile. Aérobie ou anaérobie? Aérobie. C'était chaud. Toute la journée. Coaching en ligne ou en face à face? Face à face. Canada ou Suisse? Suisse. Oh, raclette ou fondue? Ouf. Fondue, ouais, dur. Non, comment, bro? Fondue, ouais. Raclette. Raclette ou fondue? Raclette, comment? Pour ma défense, j'ai mangé une raclette ce week-end. Ok, on te croit, ok. Sprint ou jump? Sprint. Ok. Squat ou deadlift? Squat. Podcast ou YouTube? Podcast. Alright. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sean? Instagram, @UpsideStrength et YouTube, Upside Strength aussi. Podcast, Upside Strength Podcast. Partout pareil. Merci encore, Kevin. Merci à toi, mon gars. Je vous invite tous à aller checker sa chaîne YouTube. Il y a plein d'informations. Et je le répète, si vous êtes coach, c'est obligatoire. Merci beaucoup, Sean. À très bientôt. Kev.